En pleine primaire de la droite et du centre, un journal français le dit chassé comme un Pokémon. Jean-Louis Borloo balaie l'allusion d'un revers de main. Pour la présidentielle, le moment viendra. Pour l'heure, l'ancien ministre français de l'Environnement se consacre à l'Afrique. Depuis des mois, il parcourt le continent avec son projet Apporter l'électricité aux 750 millions d'Africains qui n'en ont pas. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Vous avez donc été ministre d'État en France. Avant d'évoquer vos actions précises sur le continent africain, on aimerait avoir votre sentiment global sur ce qui se passe en ce moment. Dans ce journal, chaque jour, nous parlons de l'actualité en Afrique. Il y a notamment une grave crise politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui même, le Burundi a décidé de se retirer du Bureau des droits de l'homme de l'ONU et d'ailleurs de la Cour pénale internationale. Il y a la Libye aussi qui est en plein chaos. Quel regard portez-vous sur ces problèmes à la fois de gouvernance et sur ces conflits ? L'Afrique, c'est un énorme paradoxe. C'est un continent qui vit des chocs d'une extrême violence, des indépendances à aujourd'hui, 250 à 1,2 milliard d'habitants. Et d'ici 30 ans, moins par la natalité que par une moindre mortalité, 2,2 milliards. Donc, nulle part dans l'histoire de l'humanité, vous avez eu de tels chocs. Et donc, c'est très compliqué à gérer. Ça crée évidemment des tensions, des problèmes de survie, des problèmes d'énergie, des problèmes d'eau. Prenez l'exemple, vous parlez des RDC. Moi, ce qui est tout à fait frappant, c'est Kinshasa, qui a grandi à une vitesse folle. Cette jeunesse qui va vers les points de lumière, vers les points de musique, vers les rêves d'emploi. Tout ça est très déstabilisant pour les États. Donc moi, je ne suis pas dans l'appréciation politique du moment. Je dis simplement que ces jeunes États qui ont des bouillonnements formidables de créativité, d'innovation, de technologie dans plein de secteurs, d'art, d'industrie, en même temps vivent des chocs d'une grande violence. Et au fond, le continent africain est au moment d'un progrès extravagant, extraordinaire, mais en très grand danger. Vous voyez bien, par exemple, si on prend l'affaire de Boko Haram, on voit bien que c'est comme par hasard. Dans les zones qui sont le plus impactées par le réchauffement climatique, de plus grande pauvreté, de plus grandes difficultés à l'eau, de plus grandes difficultés à l'énergie, donc à l'eau, que entre d'ailleurs les deux grandes religions du livre, vous avez dans cette bande intermédiaire des tensions extrêmement importantes. Et d'ailleurs, beaucoup, Jean-Louis Borloo, quittent ces violences, notamment de Boko Haram, mais pas seulement. Justement, sur cette question migratoire des femmes, des hommes, des enfants qui tentent de rejoindre l'Europe au péril de leur vie, que leur dites-vous à ces gens-là? Et surtout, est-ce que vous pensez que la France les accueille dignement? Il faut bien comprendre qu'on va passer d'un problème dit migratoire, d'un pays à un autre, à une grande redistribution sur la planète. Voilà. À partir du moment où vous avez des groupes humains qui, parce qu'il n'y a pas d'énergie, donc d'accès à l'eau, à l'emploi, à la musique, à l'éducation, à la santé, ne peuvent plus subvenir localement. Alors ça s'appelle des guerres, mais peu importe. En fait, vous allez avoir un phénomène de redistribution. L'Afrique est en marche, au sens aussi de marcher sur les routes vers la lumière, les grands ports, les capitales, l'Europe évidemment, la péninsule arabique et même peut-être probablement une partie de ouest de l'Inde. Bon. Donc il est impératif, pour des raisons à la fois morales évidentes, mais pour des raisons géopolitiques, pour raisons de croissance tout simplement, il est impératif qu'il y ait un coup de main, c'est aussi simple que ça, à ces jeunes États, de la part de l'Europe, des États-Unis et de quelques autres, le coup de main dès lors que l'Afrique a décidé de se mettre en ordre de marche, que les 54 chefs d'État africains, c'est pas du tout mon plan, c'est une façon rapide de dire les choses. La France, elle donne ce coup de main aujourd'hui, selon vous, Jean-Louis Borloo, parce que la France donne ce coup de main. La France et l'Europe, pour faire le point exact, la condition numéro 1, c'était que tous les chefs d'État africains se mettent d'accord sur l'absolue priorité, sur une gouvernance, que ça soit transparent. C'est fait.
Ils ont délibéré. Il y a un chef de file qui est le président Alpha Condé, désigné par ses pairs. Vous parlez de votre projet d'électrification. C'est pas le mien, c'est le leur. C'est, une fois de plus, c'est le leur. Moi, je ne suis que l'avocat pour dire au Parlement européen, au chef d'État européen, je suis allé au Congrès américain pour dire, attendez, là, il faut vraiment, c'est le moment de donner le vrai coup de main. C'est un problème de survie. Et je constate là, vraiment, avec beaucoup de joie, que ça y est, la mobilisation, elle est partie. La Banque européenne d'investissement, la Commission européenne qui a annoncé à Conakry l'autre jour 3 milliards d'euros par an pendant 15 ans, le plan Juncker de 42 milliards, la Banque africaine de développement, Ségolène Royal qui mobilise en préparation de la COP 22. Qui se tiendra au Maroc. Concrètement, comment ça fonctionne alors? Comment ça va se passer? Les financements, vous le disiez, vous les avez. Début 2017, vous allez poser la première pierre d'une agence africaine dédiée à cela. Comment ça va marcher? C'est un fonds. Ben, c'est tout simplement, il y a un fonds qui est ouvert, qui est alimenté par l'Europe et, j'espère, ensuite les États-Unis, un accord avec Power Africa, qui est l'initiative américaine, puis les grandes fondations philanthropiques. Il s'agit de dire, c'est un droit de l'homme élémentaire. Il faut bien comprendre que l'énergie, c'est le premier des droits de l'homme parce que c'est l'accès aux autres droits élémentaires que sont l'eau, l'éducation, l'alimentation, la sécurité, etc. Bon. Donc c'est un droit. Donc c'est une mobilisation mondiale. Il n'est pas imaginable que ce continent frère d'1 milliard dans 30 ans, c'est un quart de l'humanité, c'est 40% des moins de 20 ans. Je veux dire, c'est... Alors que, franchement, l'électricité, c'est pas un sujet technologique compliqué, en vérité. Vous avez le plus grand potentiel énergétique du monde. Le solaire, la biomasse, l'hydroélectricité, la géothermie, selon les endroits, l'éolien. En Afrique, le plus grand potentiel du monde et le plus grand retard du monde. Bon, voilà. Alors maintenant... est-ce qu'on est tous frères de l'humanité? C'est totalement faisable en 6 à 8 ans. Justement, vous me tendez la perche puisque vous dites énorme potentiel du continent africain en matière d'énergie renouvelable. La COP 22, c'est très bientôt au Maroc. Selon vous, quel est l'enjeu du rendez-vous? Alors, c'est pas un enjeu de décision technique. C'est 1 an après Paris, alors que par ailleurs... Et en même temps, il y a eu tout ce que je vous ai dit de la mobilisation de tout le monde. Ben, ce moment où tout le monde sera là, la BEI, la BAD, Alpha Condé, les équipes, le président d'Alpha Guinée, chef de file, la Commission européenne, de dire voilà, où est-ce qu'on en est? Toi, t'as fait quoi? Comment on s'organise? Et comment, en janvier, on accélère? Voilà. C'est un point d'étape sur un processus de très, très grande mobilisation. Concrètement, on le disait, début 2017, les choses sérieuses commencent, le fonds se met en place. Prenons la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va arriver dans un village du Nord Kivu, région en conflit? Quelle est la part, par exemple, de participation du gouvernement et celle du fonds? Il s'agit de projets. Il faut bien comprendre. Partout en Afrique, vous avez des projets. Des projets de ville, un hôpital, une commune. Des forages, notamment. Il y a des projets. Il y a des opérateurs privés, des opérateurs publics. Il manque toujours un peu de subventions pour faire le projet. Voilà. C'est financé comment un projet? Parce que quelqu'un paye une facture à la fin, facture électrique. Bon. Le pouvoir d'achat ne permet pas de rentabiliser tous les projets. Donc si on veut ne pas sur Massy, il faut qu'il y ait une aide qui s'appelle des subventions. Quand on a électrifié l'Auvergne, il y a une subvention d'État. Quand on a électrifié tous les États-Unis, il y a une subvention fédérale. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Donc ce sont les acteurs de RDC privés et publics qui ont des projets, qui vont aller voir les grands financeurs, plus ce fonds en plus. Voilà, c'est des financements de projets. Jean-Louis Borloo, revenons, si vous le voulez bien, à l'actualité en France. La présidentielle approche. Vous avez été le ministre de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Vous travaillez aujourd'hui plutôt... Et de Jacques Chirac. Et de Jacques Chirac aussi. Vous travaillez plutôt en bonne intelligence avec l'actuel président François Hollande, qui n'est pas de votre famille politique. Vous avez longtemps appartenu à l'UDI, que vous considérez toujours comme votre famille politique. Vous ne faites plus de politique depuis que vous avez quitté le gouvernement. C'est officiel, l'UDI, je le répète, votre famille politique apporte officiellement son soutien à Alain Juppé et vous? Dans le rôle qui est le mien en ce moment, qui est de fédérer, au-delà de tout, des États africains de régimes différents, de sensibilités politiques différentes, d'ethnies différentes, des Européens de sensibilités politiques différentes. Vous imaginez bien que ça m'oblige
a une obligation de réserve absolue. Personne ne comprendrait que je commente la vie politique de mon pays en l'état actuel des choses. Donc je ne le fais pas, bien entendu, même quand ça concerne ma famille. Y compris sur le fond, sans parler de personne, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy. Mais sur le fond, j'ai dit... Sur le fond, quel regard portez-vous sur la teneur des débats entre l'identité heureuse, entre nos ancêtres les Gaulois, la teneur du débat sur l'identitaire notamment? Si vous voulez, je sens bien une crispation européenne dans ce monde ouvert. Et d'ailleurs, au fond du fond, cette angoisse, moi je ne fais que mettre des mots sur ce que tout le monde sait. Pensez qu'à 14 km de l'Europe, il y a un continent qui est dans cette situation de bouillonnement. On peut ne pas y penser dans la journée, mais enfin, tout le monde sait très bien qu'il y a un sujet. Ça manque dans la campagne électorale qui démarre en France, des sujets internationaux immenses. Mais parce que c'est même plus international. C'est un sujet français, c'est un sujet italien, c'est un sujet espagnol. La croissance européenne, l'emploi français de demain, à votre avis, va être où? Sur la croissance brésilienne? Bien sûr que non. Ça va être sur le gigantesque potentiel africain. Donc quand on parle aujourd'hui de l'Afrique, on parle de la France, on parle de l'Europe, on parle de cette appartenance à une communauté de destin que nous avons tous en partage. Donc moi ce que je crois, je dirais ce que j'attends et de la campagne et du comportement d'un éventuel futur président. Un président pour quoi faire? Quel est son rôle? Est-ce que c'est un super chef de gouvernement? Ou est-ce que c'est le mobilisateur de toutes les forces vives de la nation? Celui qui parle au nom de la France dans une vision... Parce que la France a un rôle un peu plus grand que sa taille. Au fond, à l'échelle du monde, c'est un petit pays. On a le sentiment qu'elle ne porte plus, qu'elle n'a plus la même voix qu'autrefois. Mais il faut retravailler ça. Sinon... Si c'est un président qui est un super chef de gouvernement, il y a doublon, ça ne sert à rien. Bon. Mais la France est au Conseil de sécurité, la France a une armée professionnelle de très haut niveau qui peut d'ailleurs faire des opérations extérieures. La France est dans tous les océans par les dom-tom, pour simplifier. La France est aussi la francophonie. La France a toujours... un peu moins ces temps-ci, mais était indépendant par rapport aux deux grands blocs, a reconnu la Chine très tôt. Mais justement, au-delà des clivages politiques, Jean-Louis Borloo, celles et ceux qui nous regardent doivent se dire c'est peut-être l'homme politique qui manque. Est-ce que vous comptez, à terme, après cette présidentielle haute, revenir sur la scène politique française? Non, enfin, je veux dire, voilà, il faut que chacun dans une civilisation, dans une société a son rôle. Je me mets dans le rôle plutôt des anciens, si vous voulez bien. Bon. Il faut renouveler, vous voulez dire. Il faut renouveler, mais je pense que les anciens peuvent avoir un rôle dans toutes les grandes civilisations. Le vieux, comme on dit, il est très important. Voilà. Et peut-être d'ailleurs que le jeune... Moi, je suis pour l'énergie et le rajeunissement, mais je pense qu'une société, c'est plus subtil que ça. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo d'avoir accepté de répondre à nos questions. Jean-Louis Borloo, ancien ministre français de l'Environnement. Merci donc, on suivra sur TV5 Monde, bien entendu, votre projet d'électrification de l'Afrique. Leur projet. J'allais tout de suite rectifier. Projet collectif. Absolument. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo.